C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'armée malienne et les supplétifs russes de Wagner accueillis en héros à Kidal. La grande ville du nord-est du pays échappe au contrôle de l'État malien depuis 10 ans. Les rebelles admettent leur défaite mais ne renoncent pas à la ville. Les détails à suivre. Un dialogue national inclusif dès avril 2024 au Gabon. L'objectif est de statuer sur les réformes institutionnelles et politiques du pays. Notre correspondant à Libreville reviendra pour nous sur les grandes étapes de la transition proposée par les militaires au pouvoir. Ce sera dans un instant. Et puis, on approche à grands pas du début de la campagne présidentielle en République démocratique du Congo. Elle commence officiellement le 18 novembre. Nous en parlerons ce soir avec Floribert Abzoulini, candidat de la société civile. C'est une victoire politique pour Bamako. Les Fama ont repris la ville de Kidal. Cette ville stratégique du nord-est du Mali échappe au contrôle de l'État depuis une dizaine d'années. Les Fama et leurs supplétifs russes de Wagner ont été accueillis en héros dans la ville. Les rebelles, majoritairement en Touareg, se sont repliés, mais ils ne comptent pas en rester là. Florent Rodeau. Des cris de joie dans les rues de Kidal. Une décennie après en avoir été chassée par les djihadistes, l'armée malienne contrôle de nouveau cette ville emblématique du nord du pays. Kidal était jusque-là aux mains de rebelles Touaregs qui ont décidé de quitter la ville avant même l'arrivée des soldats maliens et de leurs alliés de Wagner. Preuve de la présence du groupe paramilitaire russe, des vidéos amateurs comme celle-ci. On y voit l'un de ces combattants sur une moto au milieu de la foule, l'une des rares fois où un milicien de Wagner se laisse sciemment filmer en Afrique. La reprise de Kidal, un gain militaire et surtout politique pour la junte au pouvoir à Bamako. Cela lui permet de justifier son principal virage stratégique, avoir chassé l'ancienne puissance coloniale française au profit de Wagner. Selon elle, reprendre le contrôle de la ville aux côtés de la milice est le symbole que son choix était le bon. Si les rebelles Touaregs n'ont pas combattu à Kidal, c'est qu'ils se savaient impuissants face aux drones de l'armée malienne. Spécialiste des mouvements djihadistes à France 24, Wassim Nasr l'assure, ils ont été lâchés par la branche locale d'Al-Qaïda qui jusque-là les soutenait. Dans la logique d'Al-Qaïda, la perte de Kidal pour les mouvements rebelles, va inciter les gens à plutôt rejoindre ses rangs à elle que les rangs des groupes rebelles qui, militairement, selon Al-Qaïda, ont montré leur inefficacité et surtout leur division. Cette reprise de Kidal par l'armée malienne a entraîné l'exode de nombreux habitants, apeurés. Beaucoup ont trouvé refuge dans des camps de fortune, comme ici, au nord, près de la frontière avec l'Algérie. Au Gabon, les militaires au pouvoir ont annoncé la mise en place d'un dialogue national inclusif dès avril 2024 pour statuer sur les réformes institutionnelles et politiques. Un projet de calendrier électoral qui prévoit une présidentielle en août 2025 fait déjà débat au sein de la classe politique. La correspondance d'Ismaël Obianze. Objet de toutes les spéculations après l'entrée en fonction du comité militaire en septembre dernier, le projet d'agenda proposé par le CTRI prévoit plusieurs étapes dont la transformation du Parlement en une constituante, l'élaboration d'un projet de constitution et d'un référendum pour l'adopter. D'après les militaires au pouvoir à Libreville, seul le dialogue national inclusif convoqué en avril prochain décidera finalement de la durée de la transition. Ici, dans la capitale gabonaise, le sujet alimente les débats pour Maître Luc Gaston Maïla de l'Union pour la Nouvelle République. Les 24 mois de transition proposés semblent suffisants. Une transition de plus de 2 ans, c'est un peu inquiétant parce qu'on a peur qu'il y ait d'autres aventures. 2 ans, je trouve que c'est suffisant pour remettre sur les rails tout ce qui, pendant les 14 dernières années, a mis notre pays en mal, a ruiné l'économie. Pressé d'un côté par la communauté internationale sur l'urgence d'un retour à l'ordre constitutionnel et de l'autre par de fortes attentes sociales d'une population libérée de la dynastie des Bongo, le CTRI est invité à faire le bon choix. C'est du moins ce que lui conseille le Rassemblement pour le Gabon, pionnier d'une transition politique avant les élections d'août dernier. Les militaires doivent se dire il faut qu'on reste dans la lignée de ce que le peuple a voulu. Il ne faudrait pas qu'on pense que parce qu'ailleurs les choses s'éternisent, que la même chose se produira au Gabon.
nous y verrions parce que nous pensons que ce que les militaires ont fait mérite d'être véritablement élevé plus haut. On rappelle qu'à l'issue de cette période d'exception, les membres du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les généraux membres du comité de transition ne pourront se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et de deux, la Cour suprême britannique a confirmé l'illégalité du projet du gouvernement d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son sol. Ce projet avait été rejeté par une cour d'appel en juin dernier. Kigali a contesté la décision et le Premier ministre britannique Rishi Sunak a affirmé qu'il ne permettrait pas à la Cour européenne des droits de l'homme de bloquer sa politique d'expulsion vers le Rwanda. À 3 jours du début officiel de la campagne électorale en République démocratique du Congo, nous recevons Floribert Abzoulini, candidat issu de la société civile. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, pourquoi êtes-vous candidat? Tous les poids lourds de l'opposition sont déjà annoncés candidats. On en a reçu ici quelques-uns. Est-ce que cela ne réduit pas vos chances dans cette course à la présidentielle? Est-ce que ça ne réduit pas aussi les chances de l'opposition face au président sortant, Félix Tshisekedi? Bonjour madame. Je tiens tout d'abord à préciser que ma candidature est une candidature issue d'une initiative collective. Initiative portée, inédite également, portée par des acteurs issus de la société civile et de l'engagement citoyen, qui décident aujourd'hui de faire un engagement politique, de passer un engagement politique partisan pour mettre fin au système de gouvernance prédateur qui a pris le pays en otage depuis des décennies et qui s'est aggravé au cours des dernières années. Donc, et ce système est caractérisé par la corruption, le détournement de fonds, mais également par la prise en otage du pays par une quasi-totalité de la classe politique. Qu'en est-il d'une candidature commune? On a vu qu'il y a une réunion à Pretoria en Afrique du Sud pour justement essayer de faire sortir une candidature commune pour faire bloc au président Tshisekedi, une candidature de l'opposition. Est-ce que vous y avez pris part et est-ce que vous êtes favorable à cette candidature commune? Nous soutenons tout rassemblement dont le soubassement est 1. des valeurs communes, 2. l'harmonisation, et c'est ça la condition, l'harmonisation des projets politiques, des visions politiques. C'est comme ça, et tout rassemblement de ce type-là doit se faire pour l'intérêt du Congo. Vous vous souviendrez qu'en 2018, il y a eu une tentative de rassemblement qui a tenu moins de 24 heures, tout simplement parce que ce rassemblement s'est fait sur base d'individus et non pas de projets politiques, de projets de société. Est-ce qu'il y a une chance que ça fonctionne cette fois alors? Nous espérons que toutes les forces qui partagent des valeurs similaires, dont la nôtre la plus importante est celle de mettre un terme à ce système de gouvernance prédateur, et qui également vont harmoniser leurs projets politiques, leurs visions politiques et travailler pour l'intérêt des Congolais, pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Nous espérons, nous y croyons que ces forces vont pouvoir se rassembler pour ensemble pouvoir remporter les élections à venir. Alors vous parlez des problèmes des Congolais, parmi les problèmes les plus récurrents et les maux de la société congolaise, c'est la violence. Je dis vous, mais la société civile en général lutte contre la violence, notamment les violences faites aux femmes, contre l'impunité. Il y a une vidéo qui circule en ce moment sur les réseaux qui choque. On y voit une jeune fille qui se dénudait, qui se fait battre et qui se fait violer. Quelle est votre réaction face à cette violence, et cette violence dans les actes, mais aussi dans les paroles qui augmentent ces dernières semaines, juste avant le début de la campagne, et cette violence globalement dans le pays? Non, nous condamnons fermement cette violence qui est la conséquence de l'une des priorités des Congolais aujourd'hui, qui est la situation sécuritaire, l'insécurité, qui n'est pas seulement à l'Est, qui est également aujourd'hui... C'est dans le Katanga, cette histoire. Dans le Katanga, à Melembankulu. Donc nous condamnons cette violence. Deuxièmement, nous pensons qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, malheureusement, il y a des discours assez violents d'acteurs politiques, d'acteurs non politiques, assez violents, je dirais même communautaires, qui risquent de nous emmener justement dans une situation assez compliquée. Donc nous en appelons d'ailleurs aujourd'hui à tous les acteurs politiques, à tous les leaders d'opinion, pour que chacun, nous nous mobilisions pour éviter que ce genre de discours, ce genre de situation ne puisse dégénérer. C'est un risque extrêmement important par rapport aux élections à venir, et nous nous mobilisons contre ce type de violence. Justement, vous avez peur que ces élections soient entachées de violence? Absolument, nous avons peur que les élections soient entachées de violence. C'est pour ça que le processus doit être le plus transparent possible, et les résultats, surtout, c'est ce qui compte pour nous, doivent correspondre totalement au choix qui sera fait par les Congolais. Alors, vous faites partie de Pona Congo. Vous avez fait le tour du pays pour écouter les Congolais. Qu'est-ce qu'ils attendent du futur président? Ah, très important. Alors, Pona Congo, c'est un réseau citoyen qui a fait donc des consultations populaires qui ont produit un contrat social qui a repris les problèmes des Congolais,
les priorités et puis ensuite des engagements que les Congolais aimeraient voir les citoyens prendre. C'est inédit. Et notre projet politique en tant que parti politique, mouvement politique alternative citoyenne, tire son soubassement de ce projet politique. 3 zones prioritaires. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question sécuritaire, qui n'est pas simplement une question sécuritaire à l'Est. Vous avez les enfants de la rue Kuluna à Kinshasa, vous avez aujourd'hui à Malemba-Nkulu et ailleurs d'autres problèmes sécuritaires qui sont prioritaires. Deuxièmement, la question de la gouvernance. C'est pour ça que le système de prédation doit être mis hors d'état de nuire si nous voulons que les ressources du Congo puissent servir à autre chose qu'à des intérêts particuliers. Troisièmement, c'est la situation sociale qui est liée à la situation économique. Mais pour que la situation économique puisse être réglée et résolue, il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut avoir des ressources. Pour avoir des ressources, il faut arrêter le système de gestion de gouvernance prédateur. Merci beaucoup Floribert Amzoulini, candidat issu de la société civile. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Et j'aimerais rappeler qu'à 3 jours du début de la campagne et après d'1 mois de la présidentielle, notre confrère Stanis Boujakera est toujours en détention. Le correspondant de Jeune Afrique et Reuters a été arrêté le 8 septembre. Cette incarcération fait suite à un article non signé publié sur le site du magazine Jeune Afrique, un article mettant en cause les renseignements congolais. Et on reste justement en République démocratique du Congo où le prix du litre d'essence a triplé. En cause, une menace de grève des fournisseurs de pétrole qui peinent à importer du carburant. Pour les soulager, les autorités congolaises ont décidé d'une augmentation du prix, mais pour les usagers, le prix du déplacement est bien trop élevé. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula et de Justin Kabumba. Depuis quelques jours à Goma, les prix à la pompe ont plus que doublé. Alors que le litre d'essence se vendait 1 500 francs congolais il y a une semaine, comptez désormais 4 000 francs congolais. Ce chauffeur fait grise mine, il peine à remplir son minibus. On est obligé d'augmenter le prix de la course avec l'augmentation du prix du carburant. Mais les tarifs sont élevés et ce n'est pas tous les clients qui acceptent de payer ce prix. Avant, une course en ville pouvait coûter 1 000 francs, mais maintenant, les prix ont doublé, voire triplé. C'est devenu difficile pour nos clients et pour nous. Les usagers ne se bousculent plus non plus à la pompe. Ce gérant de station-service est inquiet. Tout a complètement changé. Avant, on vendait 1200, 1300, jusqu'à 1500 litres par jour. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, on vend seulement environ 700 à 800 litres par jour. Tout a changé. C'est devenu difficile. Une flambée des prix qui s'explique par des cours mondiaux qui augmentent. À Kinshasa, les fournisseurs de pétrole affirmaient ne plus être en mesure d'assurer le rythme régulier d'approvisionnement. Faute de trésorerie, l'État congolais subventionne le prix des carburants mais n'a pas réglé ses dettes. Sous la menace de grève, le gouvernement s'est résolu à augmenter les prix à la pompe pour éviter l'asphyxie. Il était important que nous puissions dire au gouvernement, du fait que les barils ont augmenté légèrement les prix pour nous permettre d'avoir suffisamment de trésorerie pour continuer à importer, en attendant que vous nous payez nos pertes et manques à gagner qui s'accumulent. Selon les sociétés pétrolières, l'État leur doit plus de 420 millions de dollars. Le ministère de l'économie n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais assure que le risque de pénurie est réduit. Et avant de se quitter, on est fiers de vous annoncer que notre correspondante à Madagascar, Gaëlle Borgia, qui était en plateau avec nous hier soir, a remporté le Rory Peck Award dans la catégorie News pour un reportage intitulé Madagascar, la faim et la précarité, poussant des familles à vendre leurs enfants, que vous pourrez évidemment voir sur nos antennes, sur notre site internet également france24.com. Un reportage réalisé avec Jedida Andria Massi. L'équipe du Journal de l'Afrique se joint à moi pour leur présenter toutes nos félicitations. Gaëlle, qui est aussi lauréate du prix Pulitzer. Rien que ça, merci beaucoup Gaëlle. Merci à tous nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.